toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore $150 à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Place aux jeunes entrepreneurs de la diaspora africaine. Il ne manque pas d'idées pour dynamiser le développement du continent. Il faut sortir de l'aide au développement, de juste distribuer de l'argent. Il faut donner du travail. Nous les Africains, les jeunes Africains, on a besoin du travail. Et quand vous donnez du travail à quelqu'un, il a un revenu, il peut se payer une mutuelle de santé, il peut envoyer ses enfants à l'école et il peut aider sa famille et sa communauté. Créer des applications mobiles sans coût exorbitant, c'est possible à Nairobi grâce à des solutions innovantes. En fait, je me suis aventuré dans le no-code pendant la période où la pandémie a frappé. Nous avons été enfermés dans nos maisons sans rien faire. À Paris, les food trucks qui servent à des plats à manger sur le pouce, on le vend en poupe. Déclinaison africaine avec le Black Spoon, le premier camion-restaurant dédié à la cuisine du continent. Les différents plats que nous proposons chez Black Spoon, c'est les grands classiques. Donc on va parler du mafé, donc une sauce à base d'arachide, le poulet yassa, une sauce aux oignons relevée au citron avec du blanc de poulet. Je vous le disais en début d'émission, nous sommes à Strasbourg pour la deuxième édition du sommet de la diaspora africaine, un événement dont je suis cette année la marraine. Et d'ailleurs, beaucoup de monde ici à Strasbourg qui sont en ce moment même en train de participer à des conférences et des ateliers. Il faut dire que financer un développement mieux adapté à la demande et aux besoins de l'Afrique, c'est l'une des grandes questions du moment. Elle est même au cœur des préoccupations pour améliorer les relations commerciales entre la France et les pays du continent. Le mois dernier, les entrepreneurs de la diaspora africaine n'ont d'ailleurs pas hésité à se rendre au sommet France-Afrique organisé par le gouvernement français à Montpellier pour réfléchir à des solutions concrètes. Notre journaliste Lionel Cauchois y était. Regardez. Ils étaient nombreux, hommes et femmes, chefs d'entreprise de la diaspora, à se rendre à Montpellier pour évoquer ensemble les problèmes d'investissement et de création d'entreprises en Afrique. Dans les échanges commerciaux entre les deux rives, la diaspora africaine joue un rôle important. En France, elle représente 10% de la population et plus de la moitié de la diaspora africaine d'Europe. Un atout qui offre des possibilités d'investissement importants en Afrique. Parmi les jeunes binationaux présents, Mélanie Keita, une entrepreneuse franco-congolaise, spécialiste des investissements panafricains, nous rappelle les enjeux économiques pour la diaspora africaine. La diaspora a un capital très riche qui peut en fait être mobilisé pour soutenir les entrepreneurs africains. On parle de rémittances de près de 42 milliards de dollars chaque année qui sont envoyés. Bien sûr, nous ne pourrons pas transférer toutes ces rémittances sur l'investissement productif, mais une partie de ces rémittances pourrait être dirigée vers le développement durable en Afrique. Être issu de la diaspora est aussi pour beaucoup d'entre eux une richesse et permet souvent la compréhension des attentes des deux pays, comme l'explique cette jeune entrepreneuse franco-béninoise dont la société située en Alsace est spécialisée dans le développement durable. Je suis issue de la diaspora et bien sûr que c'est une richesse. C'est un gage de double culture et d'ouverture d'esprit, de compréhension des langages qui se situent sur les deux rives, compréhension des codes en Occident, en France et en Europe et compréhension des codes sur le continent. Les problèmes cependant restent nombreux pour développer son entreprise sur le continent. Pour beaucoup d'entreprises innovantes, un environnement technologique qui fait défaut et des difficultés de connectivité sont souvent des freins à leur déploiement. Ce qui est très important pour nous, c'est évidemment la connectivité. En Afrique francophone, nous cherchons véritablement à faire des partenariats solides avec des acteurs locaux qui puissent nous donner accès justement à cette connectivité et à cet écosystème technologique. Il y a un besoin d'avoir nécessairement toute la chaîne de valeur pour pouvoir aider les startups comme nous à pouvoir passer à l'échelle supérieure, ce qui inclut les incubateurs bien sûr, mais aussi l'infrastructure technologique et de mobile money. Pour trouver des solutions, le gouvernement français soutient les entreprises africaines depuis 2018 en misant particulièrement sur l'innovation. Des programmes de financement et d'accompagnement comme Choose Africa ou Digital Africa ont vu le jour et 3,5 milliards d'euros sont investis actuellement dans les entreprises africaines jusqu'en 2022. Cet expert en solutions digitales pour l'agriculture, qui est venu conseiller ici les jeunes entrepreneurs qui souhaitent lancer leur activité en Afrique, nous explique le rôle de l'innovation numérique aujourd'hui sur le continent, un levier pour développer le commerce en Afrique.
L'innovation digitale, c'est vraiment l'ingrédient essentiel au développement de l'Afrique. Pour deux principales raisons. C'est qu'aujourd'hui, les pays africains sont des territoires assez vastes, avec une certaine dissymétrie importante de l'information. Et avec le digital, on rend cette dissymétrie, on la réduit, surtout au niveau des secteurs comme l'agriculture ou la fintech, avec des solutions de paiement par mobile ou des solutions de conseil agricole. Alors que l'Afrique connaît actuellement un déficit d'investissement évalué à 285 milliards de dollars selon le Fonds monétaire international, la question du financement pour les petites entreprises semble poser des difficultés pour de nombreux entrepreneurs africains. Le marché africain, c'est un marché où les fonds d'amorçage de projets ne sont souvent pas là, puisque les clients, vu ce qui se passe dans le continent, ont besoin de palper d'abord les choses, de faire la faisabilité, de l'expérimentation des pilotes. Et ces pilotes-là nécessitent en général un co-investissement. Et c'est cette partie de financement-là qui cause souvent problème des TPE, des TPI et de très petites entreprises qui ont parfois des besoins de financement qui vont de quelques milliers d'euros à quelques millions. Or, au-delà, aujourd'hui, tous les grands fonds, les grands bailleurs, les grands financeurs ne regardent pas les dossiers en dessous de 5 millions d'euros, de 3 millions d'euros. Une demande qui semble être entendue par le gouvernement français, qui avec son nouveau volet Choose Africa Résilience, cible désormais les très petites entreprises du continent. Parmi ces jeunes entrepreneurs, beaucoup d'entre eux souhaitent aujourd'hui également avoir un impact social ou environnemental sur la société. C'est le cas pour cette jeune entrepreneuse malgache qui vient d'intégrer ici le réseau Nouvelle Génération, un programme d'accompagnement et de partage des connaissances pour les entrepreneurs du numérique initié par l'Agence française de développement. Elle propose avec son entreprise des formations en ligne pour développeurs informatiques permettant l'inclusion des jeunes issus de milieux défavorisés. Il faut sortir de l'aide au développement, de juste distribuer de l'argent. Il faut donner du travail. Nous les Africains, les jeunes Africains, on a besoin du travail. Et quand vous donnez du travail à quelqu'un, il a un revenu, il peut se payer une mutuelle de santé, il peut envoyer ses enfants à l'école et il peut aider sa famille et sa communauté. Et aujourd'hui, nous, c'est vraiment ça ce qu'on fait à Sana, c'est de faire en sorte que les Africains aient du travail grâce au numérique. Face aux attentes des entrepreneurs africains et un continent qui subit un retard dans la reprise économique, la France continue son effort pour soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation technologique en Afrique. 130 millions d'euros y seront déployés d'ici 2025 pour les startups numériques. Une bonne nouvelle pour sortir l'Afrique de la crise. L'incertitude monte pour l'avenir économique du Soudan. Après un nouveau coup d'État militaire, le Premier ministre Abdallah Hamdok a été autorisé à rentrer chez lui. Il demeure sous surveillance alors que plusieurs membres de son cabinet sont toujours en détention. Le pays qui luttait pour sortir de son isolement international avait obtenu 3 milliards de dollars d'aide de la part des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, ainsi qu'un engagement de restructuration de sa dette. Ces progrès sont maintenant compromis. Les États-Unis ont déjà suspendu le versement d'une aide d'urgence de 700 millions de dollars. Et dans la même région, l'Éthiopie semble de plus en plus décourager les investisseurs. L'agence de notation Moody's a baissé pour la deuxième fois en 5 mois la note de crédit du pays en cause. Le risque politique accru en raison de la guerre civile au nord du pays et les retards pris dans la restructuration de la dette. L'Éthiopie ne peut plus avoir accès à des financements extérieurs tant que la question n'est pas réglée. Les rendements sur les eurobonds de l'Éthiopie, une dette d'1 milliard de dollars, continuent de grimper. Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, ces 3 pays sont en tête d'un nouveau mouvement centré sur la technologie sans code pour la création d'applications mobiles. Ces applications accessibles à portée de smartphone sont source d'emploi et de croissance, mais elles sont aussi coûteuses à développer, d'où la solution de la technologie dite low-code ou no-code. Elle permet d'économiser des coûts prohibitifs de développement en créant des applications sans coder ou presque. Notre journaliste Edwin Kariuki a visité quelques-uns des inventeurs de ces solutions de demain à Nairobi. Maureen Esther Achiang s'aventure dans des eaux inexplorées et crée un chemin qui, selon elle, sera bénéfique pour la prochaine génération de techniciens. Cantonnée dans son appartement en ville, elle commence sa journée à midi, une journée consacrée à enseigner à des étudiants du monde entier comment coder facilement.
Seulement 0,3% de la population mondiale peut créer des logiciels aujourd'hui, ce qui laisse 99,7% du potentiel mondial gaspillé. Et c'est pourquoi NoCode a un fort potentiel car il permet aux acteurs non-tech du no-code de contribuer dans l'univers des nouvelles technologies. Elle est en train de devenir une autorité dans ce domaine qui s'est ouvert à elle au milieu de cette pandémie de Covid-19. Maintenant, elle passe ses journées à enseigner à d'autres jeunes cet art de créer des applications en utilisant peu ou pas de code du tout. Si je dis à quelqu'un que je crée une application sans écrire une seule ligne de code, il vous regarde en vous demandant « mais comment vous faites ?» Je suis toujours confrontée à ce genre de réaction. Mais plus vous en parlez, je parle de ces applications qui sont construites sans code, comme Reacher, Dualito, YardGuru, StudioTime, WheelPrice. Tout cela sont des entreprises mondiales qui ont été lancées sans code. Plus j'en parle, plus les gens comprennent que cela peut être fait sans écrire une seule ligne de code. Le mouvement sans code, no code comme elle l'appelle, est relativement nouveau ici au Kenya. Seule une poignée d'étudiants ont manifesté leur intérêt pour apprendre les ficelles de la création d'applications mobiles. Andrew Kisilu est l'un de ces jeunes hommes. Ce que je cherche à faire, c'est de résoudre les problèmes des gens ordinaires, dans le but d'améliorer leur vie et d'améliorer nos vies tous ensemble. Andrew n'est pas un technicien traditionnel, il est plus à l'aise sur la pelouse pour jouer au football. Mais la pandémie de Covid-19 a fermé les terrains de football et l'a vu raccrocher ses crampons, quoique à contre-cœur. Pour faire passer le temps, il a rejoint la classe de Maureen. Il dit que la technologie l'aide à rester à l'écart des bêtises de son âge, tout en offrant des solutions à beaucoup de jeunes comme lui. En fait, je me suis aventuré dans le no-code pendant la période où la pandémie a frappé. Nous avons été enfermés dans nos maisons sans rien faire. Et moi, une grande partie de ma journée est prise par le football. Je n'ai pas pu continuer mes activités quotidiennes. J'avais donc beaucoup de temps libre. Et grâce à un de mes amis, j'ai fait la connaissance du mouvement no-code. Andrew, tout comme son mentor et son entraîneur, pense que le Kenya et l'Afrique sont mûrs pour la révolution no-code. La capacité de créer des applications mobiles qui offrent des solutions aux problèmes locaux est présentée comme un changement de paradigme dans le fonctionnement des petites entreprises. J'ai vu des gens numériser leurs connaissances de tant de façons en créant simplement des applications éducatives, des applications sociales, des applications professionnelles avec le no-code. C'est pourquoi nous devons sortir de cet état d'esprit où l'on se demande en quoi cela va nous aider à gagner notre vie. J'ai vu à quel point nous avons du mal à nous connecter avec les meilleurs entraîneurs professionnels. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti le besoin de plonger dans ce problème que nous avions. Si je peux offrir à un enfant, quelque part, une possibilité d'entrer en relation avec un entraîneur de haut niveau, parce qu'ils sont vraiment doués, si j'arrive à faire un pont entre ces entraîneurs qui sont très pris par leurs activités quotidiennes et ces joueurs, ils pourront les tester pour voir leur talent. Il y aura ainsi une meilleure détection. Le bouleversement causé par l'adoption croissante de ce type de codage a été accueilli avec scepticisme et rejet catégorique par les codeurs plus traditionnels. Maureen pense qu'il y a suffisamment de place pour que les deux coexistent. Les personnes qui créent ces outils no-code sont des développeurs de logiciels, donc les développeurs de logiciels intelligents, qui créent déjà ces outils pour rendre autonomes les personnes non-tech. Tandis que d'autres développeurs pensent que ces codeurs prennent maintenant leur job et qu'ils ne sont pas aussi compétents qu'eux. Il ne devrait pas en être ainsi. Bien sûr, il y a eu beaucoup de réactions négatives, mais c'est par manque de connaissances. Il ne devrait pas y avoir une guerre entre les personnes non-tech et tech. Les techpreneurs équipés de ces compétences en codage comme Andrew offrent non seulement des solutions, mais trouvent également un moyen de gagner et d'économiser cette petite pièce supplémentaire, de l'argent qui aurait été utilisé pour payer les codeurs traditionnels pour développer les mêmes solutions à un coût beaucoup plus élevé. La première chose, c'est la vitesse. Je veux dire que vous pouvez lancer une application en une nuit, en fonction de votre compétence. Le codage traditionnel peut vous prendre jusqu'à 2 à 8 mois avant de créer une seule application, sans compter la phase d'idée de l'application. Donc, l'avantage principal du no-code
et la vitesse. Puis, le coût, car la création d'une application traditionnelle vous demanderait pas moins de $10 000 pour la créer. Les développeurs low-code sont optimistes que la tendance qui se dessine permettra à la majorité des jeunes en Afrique, dont beaucoup n'ont pas de formation en informatique, de mettre la main sur ces outils. Des outils qui équilibreront les règles du jeu et leur donneront une chance de rivaliser sur la scène internationale. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Le Sénégal se défend d'être devenu une plaque tournante du trafic de drogue en Afrique de l'Ouest. Et pourtant, les trafiquants continuent de tenter d'y faire transiter de grandes quantités de substances illicites en route vers l'Europe. Le mois dernier, les autorités ont saisi plus de 2 kilos de cocaïne pure sur un bateau au large des côtes du pays. La Gambie, où les autorités ont intercepté 3 kilos de cocaïne en janvier, est tout aussi concernée par le fléau. La presse du Sénégal s'inquiète de la spéculation immobilière et des opérations de blanchiment d'argent qui vont de pair avec ce trafic. L'opacité et la corruption commencent à coûter cher aux banques internationales. La banque Crédit Suisse, épinglée par les autorités américaines et britanniques, va ainsi devoir débourser 475 millions de dollars et annuler 200 millions de dollars de dettes dues par le Mozambique. En 2013 et 2016, la banque avait organisé des transactions qui s'étaient avérées être des pots de vin. Elle avait dissimulé l'étendue de l'endettement du pays en accordant des crédits à 3 entreprises mozambicaines de concert avec une banque russe. Le pays avait alors plongé dans une grave crise financière. Après la débâcle Covid-19, c'est l'heure de la renaissance pour le tourisme africain. Et en Tanzanie, le gouvernement a décidé de prendre le secteur en main en lui allouant 39,2 millions de dollars. Il s'agit d'une partie d'un financement accordé par le FMI pour lutter contre les effets de la pandémie. Concrètement, l'enveloppe va financer 23 projets, parmi lesquels la réhabilitation des routes pour favoriser l'accès aux sites touristiques, la tenue d'expositions internationales et la rénovation d'aéroports. À noter, le Kenya et le Rwanda ont également pris des mesures pour stimuler le tourisme. Black Spoon, c'est le nom du food truck installé par Fatty Nyang au centre du quartier d'affaires parisien de la Défense. Cette jeune femme d'origine sénégalaise fait ainsi découvrir la gastronomie africaine à bord de son camion-restaurant. Au menu, poulet yassa, mafé, tiep, boudienne, brochette, daloko, pastel au thon, mais aussi grillades et beignets. Autant dire des délices pour parcourir l'Afrique de l'Ouest sans se déplacer. C'est un reportage de Guillaume Durand-Drouin. Tenez monsieur, un peu de piment? Non, ça va? Non, c'est pas piment. Bizarre. Donc pour vous, il y a ça aussi. Mafé avec la boisson. Son ambition, faire découvrir la gastronomie africaine au plus grand nombre, avec un concept original, tendance et loin des clichés habituels. Fin 2013, Fatty Nyang, une jeune femme de 34 ans originaire du Sénégal, a lancé dans les quartiers d'affaires de la région parisienne le Black Spoon, le premier food truck de nourriture africaine. Donc moi, je faisais une formation de gestion et création d'entreprise. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le concept des food trucks. Donc tout de suite, j'ai voulu l'adapter en version africaine. Dans ces quartiers, justement, on mange de tout. On mange libanais, on mange thaïlandais, on mange chinois, on mange européen, mais on ne mange pas africain. Donc moi, je me suis dit, c'est un peu dommage. Du mardi au samedi, Fatty Nyang et son équipe trimballent le Black Spoon sur différents sites où amoureux de la gastronomie africaine et gourmands avides de découvertes culinaires peuvent se régaler des saveurs du continent. Les différents plats que nous proposons chez Black Spoon, c'est les grands classiques. Donc on va parler du mafé, donc une sauce à base d'arachide, le poulet yassa, une sauce aux oignons relevée au citron avec du blanc de poulet, ou encore le thieboudienne, donc le plat national du Sénégal. Donc du riz avec du poisson et des légumes. Ces produits sont principalement issus de l'agriculture biologique grâce à des partenariats avec les sociétés Moriba et Racine, notamment pour les boissons exotiques et l'épicerie fine. La viande est halal et le poisson vient des marchés du quartier Château-Rouge à Paris. Dans le quartier d'affaires de la Défense, où les repas du midi sont souvent pris sur le pouce, le Black Spoon offre un compromis entre fast-food et cuisine de qualité. Depuis les premiers pas du camion ambulant en décembre 2013, le succès est grandissant. Chaque jour, Fatty et son équipe font de nouveaux adeptes.
J'ai trouvé le repas hyper bon, puis les saveurs sont extrêmement bonnes. Le mafé, ça tient bien au corps, c'est hyper chaleureux comme plat, ça pique bien. J'ai eu plein de sensations dans la bouche et son poulet était extrêmement fin. Et c'est assez chouette de la part d'une restauration rapide finalement d'avoir autant de subtilité gastronomique. D'autres, au contraire, sont devenus des habitués du Black Spoon. Ils y reviennent presque chaque semaine. On en avait parlé surtout et c'était des amis qui devaient me faire des plats, ça s'est jamais fait. Et là j'ai eu l'occasion justement pour goûter à tout d'un seul coup, donc non, c'est super pratique. Et le camion qui était juste à côté de mon lieu de travail, donc j'ai essayé, je trouvais ça bon, que c'était une cuisine authentique, peu pimentée, que c'était sympathique. Aussi bien que si je le faisais moi-même à la maison, au moins. Donc ouais, non, il n'y a aucune déception de ce côté. En goût, c'est très bon, c'est pour ça que je reviens. 2 ans se sont écoulés entre la naissance du concept Black Spoon et son arrivée dans les rues parisiennes. Ce camion ambulant, c'est aussi et avant tout l'histoire d'un projet entrepreneurial. Avec l'aide de Pôle emploi, d'Espace pour entreprendre, de Val-de-Marne Active et d'un prêt bancaire, Fatih Niang a pu débloquer un peu plus de 50 millions de francs CFA, 80 000 €, pour lancer son entreprise. Et le succès est appelé à grandir davantage encore. On est en train de travailler sur la politique de développement. On aimerait aussi être en dur, donc avoir un restaurant dans Paris ou autour de Paris. Et puis pourquoi pas faire de la livraison aussi, donc on y travaille également. En moyenne, un repas coûte entre 5 et 8 000 francs CFA, soit 8 à 12 €. Un tarif concurrentiel pour découvrir ce subtil mélange de gastronomie raffinée et de cuisine de rue, pour amener un peu de soleil et de nouveautés dans les assiettes. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa, à vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 562, tous à vos crayons. Écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Où s'est déroulé le sommet Afrique-France cette année? À Paris, à Toulouse ou à Montpellier? Deuxième question. Que fait-on avec la technologie no-code? Des logiciels, des applications ou des ordinateurs? Vous connaissez les réponses? Vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 562. Le gagnant recevra 150 $ par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 561. Le nom du gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question, qu'est-ce que l'AUF? Réponse, l'Agence universitaire de la francophonie. Deuxième question, qu'est-ce que l'onchosarcose? Réponse, une infection oculaire. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. Je recevrai Slim Ralbous, le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Et en attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site newsafricaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.